Donc le cadre de cette formation, eh bien, c'est la formation qui a déjà été donnée, la formation à la stratégie d'Extinction Rebellion France. Et moi, j'aurais, alors vous connaissez, j'espère, un petit peu les bases de notre mouvement. Après, j'aurais envie en introduction de vous donner aussi un peu une philosophie un peu plus générale, voire personnelle. Euh, C'est-à-dire que, en fait, cette formation, en fait, faut bien préciser la chose. En fait, elle est spécifique à Extinction Rebellion France, mais elle reprend des éléments qui existent déjà dans d'autres branches du mouvement international Extinction Rebellion. Donc, en fait, ça se veut en cohérence avec ces branches-là. Et en fait, c'est spécifique dans le sens où, en fait, on ne reprend pas, on ne discute pas la stratégie d'autres mouvements. En fait, on développe notre stratégie en s'inspirant, bien entendu, par rapport à notre ADN, c'est-à-dire nos 4 revendications de base et nos 10 principes et valeurs. Et on ne remet pas en cause le fait qu'il peut y avoir une complémentarité entre les différents mouvements, les différentes stratégies, bien sûr, mais on développe vraiment notre optique spécifique à nous par rapport à nos objectifs et notre raison d'être. Et après, le moment stratégique aussi, c'est un bon moment, enfin pour moi, pour s'interroger sur les motivations de notre appartenance à Extinction Rebellion, notre militantisme, la question de la cause, des causes qui nous mobilisent, et aussi de la cohérence par rapport à nos valeurs. Et après, j'ai aussi envie de relier ça à peut-être des réflexions plus générales par rapport à notamment ce que Corinne Morel-Darleux, dont je vous conseille le livre Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, appelle la dignité du présent, mais aussi un peu, moi, personnellement, à ce que j'ai appris de la philosophie stoïcienne. Voilà, pour rester un peu large. Yes, j'étais en mute. Et rapidement, du coup, personnellement, je fais aussi partie du groupe Stratégie et du groupe Paris Nord. Voilà. Alors voilà un peu le cadre fixé par le mouvement Extinction Rebellion, donc qui nous préexiste en fait, puisque il a été créé, voilà. Et en fait c'est un texte qui va revenir un peu souvent sous forme de leitmotiv, donc je vais vous le lire une première fois et vous aurez l'occasion de le revoir. Donc ce sont un peu les objectifs et la raison d'être du mouvement Extinction Rebellion. Donc on est un mouvement de masse, donc en fait on a vraiment voilà cet objectif-là qui est international, donc en rappelant qu'on est présent sur tous les continents maintenant et dans plus de 70 pays, décentralisé, autonome et apartisan, donc apartisan qui ne signifie pas apolitique, mais c'est au-delà de la politique partisane telle qu'elle est pratiquée en général, ayant recours à l'action directe, donc directe c'est un mot important, non violente, c'est un cadre tactique on va dire, pour faire pression sur les gouvernements, donc, c'est une cible, afin qu'ils prennent les mesures radicales nécessaires pour faire face à l'urgence écologique et climatique. Voilà, voilà en gros le cadre d'Extinction Rebellion, nos objectifs, notre raison d'être. Donc ensuite, je vous présente un peu le plan de cette stratégie. Donc on va aborder les notions de piliers de soutien du pouvoir. Euh, donc en première partie. Deuxième partie, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, donc notre raison d'être. La troisième partie, un outil intéressant qui est la théorie du changement, qui permet en fait d'avoir une vision, de bâtir une vision commune et un espèce de rétro-planning stratégique, une planification stratégique. Alors, oui, il y a déjà une question de Jerry. Qu'entend-on par action directe? Alors, donc il peut y avoir plusieurs définitions du terme action directe. Moi, ce que j'entends par action directe, donc je parle en jeu, mais c'est aussi une définition qui est assez commune, c'est reprendre
pour moi une réappropriation du pouvoir politique par une action sans intermédiaire. On ne pas attendre que nous ayons des représentants qui agissent à notre place. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je continue voilà. Merci Jerry. Je continue dans le déroulé du plan. Donc la théorie du changement, et donc dans la théorie du changement, on abordera 3 points importants aussi qui sont le baromètre des alliés, la question des points de bascule, quels indicateurs utiliser, qu'est-ce qu'il faut viser par rapport à ça, et l'utilisation de la tactique de la désobéissance civile. Voilà, j'ai dit. Je repasse la parole à Sauve. Yes, et j'enchaîne sur les piliers de soutien du pouvoir et les piliers de soutien du statu quo. Donc ce dessin vous sert à visualiser et cartographier les systèmes et les institutions qui maintiennent le statu quo et à comprendre ce que c'est, comprendre que ça relève pas d'un pouvoir homogène et tout puissant, mais en fait c'est basé sur plusieurs sous-secteurs. Donc on va s'appuyer là-dessus pour y réfléchir dans le contexte de notre mission évoquée un peu plus tôt par Derzo. Mais d'abord, quels sont, selon vous, ces piliers de soutien du pouvoir et du statu quo? Donc on nous dit la presse, la répression, les forces de l'ordre, le gouvernement, la finance, le conservatisme, les entreprises multinationales, l'éducation, les besoins de sécurité, médias et police, le déni, l'inertie, servitude volontaire, la peur, la fatalité. Ok, l'ignorance, la démission. Donc presse, police, lobby, multinationales, entreprises du CAC, armée, autres gouvernements, la bourgeoisie et ses intérêts économiques. Donc là-dedans, il y a beaucoup de notions qui sont des choses qui donnent de la force finalement au pouvoir, qui sont la perception qu'on peut en avoir, ou les choses qui nous empêchent d'avancer. Quand on parle d'émission, d'ignorance, de fatalité, de servitude volontaire, de peur, tout ça, ça rentre là-dedans. D'inertie, la création de besoins, donc associée au consumérisme. Voilà. Là, en l'occurrence, on parle plutôt de piliers d'institutions qui sont finalement organisés pour maintenir le statu quo. Donc, il y en a beaucoup que vous avez mentionné. Alors, ça s'affiche pas super bien, mais c'est compréhensible quand même. Il y en a une principale dont vous avez parlé qui n'est pas présente, qui est la police et la force de répression, mais en fait, on peut considérer qu'elle est dans le gouvernement ou éventuellement dans le judiciaire. Voilà, donc là, c'est des sous-catégories institutionnelles. Voilà. Il y en a plein, c'est pas exhaustif. Ça donne une idée quand même des principaux qu'on peut visualiser. On pourrait penser à la PAC, aux diverses industries, aux politiciens, la fonction publique, les pratiques individuelles, la vision utilitariste de la nature, l'armée, la police, par exemple. Et tout de suite, nous, ça s'affiche pas en entier. Nous, ce qu'on cible, en particulier, c'est le gouvernement au sein d'XR. Voilà, on a décidé que c'était là notre cible prioritaire. On se concentre sur ce pilier, donc qui est le gouvernement français, pour travailler à sa transformation et mettre fin à son inaction face à l'urgence bioclimatique. En effet, le gouvernement a le pouvoir de changer les règles de la société et peut influencer de nombreux autres piliers, comme vous vous en doutez. Par exemple, en ne signant pas seulement Total, mais en validant une loi qui touche tous les groupes de l'industrie fossile, à ce moment-là, on change véritablement le game. Takenoko, on t'entend pour info.
Là, oui. Donc, il ne s'agit pas d'une théorie du changement au coup par coup, s'attaquant à un élément à la fois. On parle de changement de système radical, et donc on est dans une situation d'urgence et on ne se contente pas des petites victoires. Donc ça fait très écho au principe 2 que vous avez été nombreux à souligner. On s'ajuste à la mesure du nécessaire. Et donc, il est temps de se focaliser sur ce pilier principal. Euh, voilà. Donc, effectivement, là-dedans, il y a 3 de nos revendications qui sont vraiment adressées spécifiquement à ce pilier. Ça ne veut pas dire qu'on cible pas également les autres piliers, notamment les médias, avec la première revendication, donc de dire la vérité sur l'urgence bioclimatique, qui est spécifiquement adressée aux médias et mais qui permet d'alimenter les autres revendications. Une fois qu'on a dit la vérité, c'est plus facile de justifier, de prendre des mesures d'urgence. Donc, quand on cible d'autres piliers, c'est principalement pour soit chercher du soutien, soit pour les transformer en les réveillant, les conscientisant sur l'urgence bioclimatique, en les remoralisant et éventuellement en les encourageant à nous rejoindre. Voilà. Donc, pourquoi le gouvernement particulièrement nous devons de demander des comptes à notre gouvernement. Il en va de notre responsabilité de citoyennes et citoyens. Enfin, on a le devoir et on est informé, on a établi des relations nécessaires pour faire avancer notre pays, comme personne n'a encore fait de cette façon. Et on est responsable on a une responsabilité morale envers cette communauté. Ouais, je voulais compléter par rapport à la question de la pertinence de la cible du gouvernement. Effectivement, on voit que c'est un problème, on a affaire à des problèmes systémiques. Donc on pourrait se dire pourquoi le gouvernement plutôt qu'un autre acteur, plutôt qu'un autre pilier. Et en fait, je pense que c'est justement une question éminemment stratégique. C'est qu'en fait, on a un acteur qui est politique en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il peut agir dans tous les autres champs. Il a la légitimité et le pouvoir pour le faire. Et en fait, un des objectifs d'XR, c'est de le mettre en contradiction avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ses intentions affichées et par rapport à ce qu'il fait réellement, et en fait par rapport à ce qui est écrit dans la Constitution, hein, et ce qui est dans la loi, c'est-à-dire protéger les citoyens et garantir un avenir à la population. Donc en fait, il est clairement en défaut par rapport à ça, et donc on a un levier légitime pour le faire en tant que citoyenne et citoyen. Donc après, ça ne veut pas dire que les autres piliers du pouvoir sont pas valables à atteindre aussi, mais en fait, l'acteur final derrière tout ça, dans le cadre évidemment de l'État-nation français, hein, après on peut se placer dans un autre cadre, il n'y a pas de problème, mais dans ce cadre-là, c'est bien le gouvernement. Voilà, j'ai dit. Merci Derzo. Et donc on enchaîne dans la slide suivante. Voilà, donc par rapport à nos modes d'action et ce qui a déjà été fait par Extinction Rebellion France, on va illustrer un peu la question des piliers de pouvoir et comment les cible et comment on tente de les atteindre. Euh, donc là, on a, si je ne m'abuse, une illustration de l'occupation de la place du Châtelet, il me semble. On avait un doute, on se demandait si c'était pas l'action du monde à l'endroit, mais il me semble que c'est plutôt Châtelet. Donc en fait, le cadre de cette action, c'est véritablement cibler euh, la population en désignant le gouvernement et en dénonçant son inaction. Donc le mettre en face de de ses manquements, de ses contradictions, et en fait le mettre dans une position qui est difficilement tenable. Voilà, par rapport à notamment à ce qui est communiqué par le gouvernement. Donc après, on pourra voir ensuite dans la slide d'après, une action plus spécifique ciblée sur le gouvernement. Si tu veux bien passer cela, voilà. Donc voilà, donc là on a une illustration concrète de cibler le gouvernement.
C'est suite donc les réactions politiques suite aux réactions politiques par rapport aux actions d'XR. Donc une des réactions des politiques, c'est de dire ah oui, mais Extinction Rebellion, vous avez pas de programme, vous n'avez pas de revendication, vous êtes dans la pure contestation, donc vous proposez rien. Donc on a gentiment rappelé qu'on avait 4 revendications en faisant du vidéo mapping sur la façade du ministère de la Transition écologique. Donc voilà, on a exposé nos 4 revendications. Donc c'est une façon de rappeler que on a des demandes qui sont quand même précises, même si elles sont larges, et qui peuvent être déclinées aussi concrètement, même si on ne prétend pas avoir un programme de gouvernement. Donc oui, la pression, le lobby, effectivement, tous les autres mouvements en fait qui utilisent la question de la pression juridique aussi, c'est complémentaire avec nos tactiques et nos actions. Donc ensuite, slide suivante, on voit que aussi on a des actions qui ne ciblent pas que le pilier de pouvoir du gouvernement, l'acteur politique, mais aussi les acteurs économiques. Donc là, c'est l'action fin de chantier, donc qui ciblait un site de Lafarge. Donc toujours en cohérence avec nos 4 revendications, mais l'acteur à travers cette action qui est ciblée aussi, c'est quand même aussi le gouvernement et la population. Donc déjà, pour communiquer sur les dégâts de ces industries, de ces acteurs économiques, et pour pousser aussi le gouvernement à agir concrètement contre ces dégâts. Ce qu'il ne fait pas, bien entendu, mais en fait, c'est une mise en demeure, une interpellation. Donc là, une action. Alors là, il me semble, là aussi, j'en suis pas sûr, mais vérifié aussi, qu'au niveau de ce qu'on voit, c'est l'occupation devant l'Assemblée nationale à la fin de la rébellion d'octobre 2019, qui s'est terminée en assage sur un pont. Donc on a aussi une action plus directe envers la population, c'est-à-dire qu'en fait en créant des événements spectaculaires de masse, de disruption, de perturbation dans l'espace public, en fait on interpelle aussi directement la population qui en fait va va être impactée. Alors soit parce qu'effectivement il y a un côté disruptif, soit parce que en fait juste la symbolique de l'action, la communication autour de l'action va l'impacter aussi émotionnellement et intellectuellement et va la mobiliser donc de différentes façons. Et donc toujours dans cette idée que le gouvernement est redevable vis-à-vis de la population par rapport à son action et que c'est par par la mobilisation de la population que on arrivera à faire bouger les choses. Donc aussi dans une optique démocratique par rapport à notre 4e revendication, les assemblées citoyennes, qui va dans le sens de la démocratie directe. Alors pour mémoire, je pense que vous connaissez tous nos 4 revendications de base. Je vais quand même les reciter. Donc la première, c'est la reconnaissance de la gravité de l'urgence des crises écologiques actuelles et une communication honnête sur le sujet, en particulier dans les médias de masse. Hein, c'est dire la vérité sur la situation et l'urgence où on est. La deuxième, la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025 grâce à une réduction de la consommation et une descente énergétique planifiée. Alors la première partie peut peut-être un peu paraître très très ambitieuse et après la notion de neutralité carbone bien sûr elle se discute aussi, ainsi que l'échéance de 2025. Mais en fait voilà c'est un objectif au moins qui est quantifiable et mesurable pour pousser un peu le curseur au niveau radicalité. Et la deuxième partie de cette revendication pour moi est peut-être encore plus importante que la première. Donc c'est qu'en fait comment on va y arriver, ben en fait ça implique forcément la notion de décroissance, de décrue, de descente de la consommation et de l'énergie. Voilà. Euh, alors oui, la date, la question de la date, mais puis il y a encore un débat là-dessus. Donc en fait, la date a été avancée un petit peu au niveau international, notamment par la Grande-Bretagne, et c'est vrai que c'est peut-être plus réaliste par rapport à l'état actuel
du bilan carbone britannique que par rapport au bilan carbone français. Mais bon, voilà. Ça donne un objectif et ça pousse à être ambitieux, on va dire. Après, ça peut se rediscuter, évidemment. Troisième revendication, l'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres à l'origine d'une extinction massive du monde vivant. Donc c'est vraiment dire qu'on n'est pas que un mouvement climat, on se préoccupe aussi de la biodiversité, et que ces deux questions sont évidemment liées de façon systémique, et qu'il ne faut pas masquer la question de la biodiversité par celle du climat, et qu'en fait ça demande une remise en cause radicale du fonctionnement de notre système. Voilà, donc demandons la Lune, mais c'est un peu ça. Ouais. Soyons réalistes, demandons l'impossible, disait je ne sais plus qui. Et quatrième revendication, donc la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures. Donc le mot décider là, est bien important, puisqu'on n'est pas, si on prend l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, qui était uniquement consultative, on voit ce que ça a donné, comment ça a été récupéré, instrumentalisé, et ce qu'il en est devenu. Donc décider des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs et garantir d'une transition juste et équitable. Donc effectivement, on voit aussi que cette quatrième revendication, on s'adresse, on cible le gouvernement, et qu'en fait on a une revendication politique qui acte le fait qu'on ne peut pas faire confiance jusqu'à présent aux gouvernements qui se sont succédés pour la gestion de la situation dans laquelle on est. Donc un peu une synthèse de ce qui a été dit par rapport à ce qu'est XR, comme il a été défini au départ, hein, et ce que XR n'est pas, en tout cas actuellement. Donc XR, donc ce qui a été répété avant, c'est un mouvement populaire qui tend, en tout cas, qui a vocation à devenir populaire, qui le souhaite, de désobéissance civile de masse. Un moyen de sensibiliser, de toucher le cœur et l'esprit des gens, justement pour mobiliser et rejoindre des actions de désobéissance civile pour faire masse. Alors, une force pour transformer le gouvernement, donc effectivement, qu'est-ce qu'on entend par transformer le gouvernement? Avant tout, faire avancer les choses dans le sens de nos 4 revendications, dont la 4e revendication qui est aussi une forme de destitution du pouvoir gouvernemental, c'est-à-dire déconcentration des pouvoirs et restitution du pouvoir démocratique à la population. Donc qui sera pas sans rapport de force, effectivement. Hein. Je suis tout à fait OK là-dessus, moi en tout cas. Alors ce que XR n'est pas, c'est on n'est pas une institution alternative justement qui tend à se substituer aux institutions existantes ou à proposer un programme tout fait d'alternatives clé en main. Ça existe déjà, notamment dans les partis politiques ou dans d'autres mouvements type Alternatiba. Et puis en plus les solutions on les connaît depuis longtemps. Alors je vois que alors, sur les questions tactiques on n'est pas encore là-dessus, donc on peut en reparler plus tard. Une campagne ciblant les changements d'habitudes individuelles. Donc oui, c'était bien le mot qui manquait tout à l'heure dans la slide d'avant, c'était les changements d'habitudes individuelles des gens. Donc c'est important aussi puisque ça existe déjà par ailleurs. Donc CF, les colibris, tout ça, donc depuis 10 ans, et on voit que ça n'a pas été suffisant, même si c'est important. Et c'est aussi que nous, en étant sensibilisés à ces questions, effectivement, on essaie d'être cohérent par rapport à nos valeurs et à ce qu'on pratique. Mais on ne prétend pas non plus comment dire, une espèce de vertu parfaite, donc il y a une espèce de tension, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi un principe qui dit, nous ne tenons pas de discours moralisateur et culpabilisant. Pourquoi? Parce que, c'est tout simplement, c'est une question d'ordre de grandeur, quoi. Parce que, je sais pas, il y a une étude qui est sortie du cabinet Carbone 4 qui démontre qu'en fait, sur 80% des efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, même si la totalité de la population avait un comportement exemplaire, parfait, arrêter tous les comportements nocifs, on n'atteindrait que 20% de ces 80%. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a 60% de ces diminutions qui dépendent pas des actes individuels, qui dépendent de choix politiques, de choix économiques, au niveau des infrastructures. Donc en fait, c'est des choses qui sont faites sans nous, quoi. Donc en fait, c'est un peu aussi une déconstruction de ce discours du poids des comportements individuels, qui est un discours aussi un peu libéral, hein, faut le dire. Voilà. Alors une organisation de campagne traditionnelle axée sur les pétitions, l'activisme en ligne. Donc on verra tout à l'heure que ça existe déjà, que ça a déjà été fait.
avec plus ou moins de succès, que c'est évidemment nécessaire et complémentaire, mais que ce n'est pas au cœur d'XR, puisque d'autres le font très bien et mieux que nous. Même si on peut soutenir et participer, c'est pas l'objet, la raison d'être d'XR. Alors, un organe consultatif conseille le gouvernement et les conseils locaux sur les changements politiques, ben justement, on n'a pas à se substituer ni au gouvernement ni à la population. On est un mouvement, voilà, un mouvement de citoyennes et de citoyens, et en fait, on a une revendication, c'est une quatrième revendication, qui est la mise en place des assemblées citoyennes. On n'a pas vocation à se substituer aux assemblées citoyennes, et si on est dans une perspective démocratique, moi, je ne souhaite pas non plus une dictature verte, un truc dans le genre, hein, ou un truc éco-fasciste, pour utiliser des gros mots, quoi. Voilà. J'ai dit, par rapport à cette slide, de passer à la suivante. Donc, répétition, leitmotiv, par rapport à la raison d'être d'XR. Donc, un mouvement de masse international, décentralisé, autonome et partisan, donc notamment par rapport à toutes les questions de gouvernement et de partis politiques, ayant recours à l'action directe non violente, donc comme stratégie et comme tactique. Donc après, on peut débattre de ce que c'est la non-violence, évidemment, pour faire pression sur les gouvernements, donc en tant qu'acteurs politiques, mais dans le sens d'une démocratisation de la société, afin qu'ils prennent les mesures radicales nécessaires pour faire face à l'urgence écologique et climatique. Donc la question des enjeux aussi. Voilà, j'ai dit pour cette partie-là. Je pense que je vais repasser la main à Sov. Yes, merci Derzou. Et on l'a déjà beaucoup abordé dans les questions ultérieures, mais du coup, quels sont les autres mouvements avec lesquels on peut être allié, plus ou moins donc, quels sont nos alliés naturels en termes de mouvement? Quels sont des alliés potentiels? Quels sont les mouvements qui sont complémentaires ou pas avec notre démarche? Voilà. Donc, effectivement, il y a tout plein de mouvements qui sont dans la sphère militante dans laquelle on gravite, typiquement l'interorga climat, mais aussi les mouvements sociaux, les mouvements qui travaillent plus dans le plaidoyer. Ils sont tous intéressants, ils ont tous leur domaine de lutte, leurs revendications propres et leur mode d'action privilégié. Et globalement, on peut travailler avec un peu chacun de ces mouvements, mais dans certains cadres, parce que pour certains, ils savent, enfin, ils sont plus ou moins loin de nos modes de lutte. Par exemple, l'affaire du siècle, 350.org et les Amis de la Terre sont quand même très exclusivement orientés vers le plaidoyer, ce qui n'est pas de la désobéissance civile. C'est intéressant parce que c'est très complémentaire. Ça permet de adresser nos revendications de manière un peu plus formelle et un peu plus appuyée. Mais ça veut dire qu'on aura du mal à recruter des militants parmi elles. Donc une autre affaire à tous. CNNR, effectivement très intéressant le CNNR. Surfrider Foundation. Par exemple, on a donc Attaque qui est pas forcément positionné sur des questions climat de base, mais finalement assez proche de nous parce que très positionné sur des questions sociales et de taxation financière qui sont finalement très proches, très imbriquées avec le problème climatique. Greenpeace qui est évidemment très proche de nous, où la limite est plus le mode de fonctionnement qui est beaucoup moins horizontal, voire pas du tout. Youth for Climate, dont on est très proche, donc la Ronce qui n'a pas été citée. Une des différences, c'est qu'ils pratiquent la désobéissance civile de manière moins assumée, ce qui, pour nous, participe à un changement de société. C'est intéressant parce que ça fait une forme de lobbying assez agressive, mais c'est pas le mode d'action qu'on prône. Voilà. Bon, bref.
Du coup, ouais, donc toute une sphère d'interrogations très intéressante. Mais il faut pas oublier que il y a des sujets sur lesquels on est très complémentaires, on peut bosser ensemble, et il y a des sujets sur lesquels on, on va avoir du mal à bosser et où c'est pas forcément pertinent de travailler ensemble parce que on a des modes de fonctionnement qui sont trop opposés. Mais voilà. Euh, J'enchaîne sur ouais donc des obéissances fertiles. J'enchaîne sur le par rapport à ANV COP 21. Ok, j'en ai pas parlé. ANV COP 21 de toute façon va disparaître sous peu et rejoindre globalement Alternativa. Et effectivement, on est très proche d'eux. Ça fait partie de nos alliés les plus naturels avec Youth for Climate. Euh, oui, ils vont disparaître, mais les militants restent. Hein. euh, et, euh, et voilà, on est beaucoup en lien. Ils font eux aussi de la désobéissance civile non violente pour le climat, un peu moins pour l'environnement, mais quand même. Et la différence avec nous, ils n'ont pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement. Le principe, ils n'ont pas notre principe 8, par exemple, le no blame, no shame, où ils s'autorisent à blâmer un peu plus les individus. Ils ont un mode de fonctionnement qui, dans les faits, est légèrement moins horizontal. Et, euh, et ouais, encore une fois, ils sont plus positionnés climat que environnement. Et je passe la parole. Oula, la slide a été amochée, mais je passe la parole à Derzou et je lui souhaite bon courage. Merci. Donc toujours toutes ces flèches et tous ces points d'interrogation. Donc en fait, pour une vision stratégique, on va se baser sur un outil qui s'appelle la théorie du changement. Donc en gros, vous avez en fait le sens chronologique de, de, de l'action, ou plutôt le sens idéal de l'action. Donc à droite, par rapport à la question qui se pose, le problème qui se pose, donc, pour nous essentiellement XR, c'est la question de la crise climatique et écologique. Et après, bon, si on la déplie, il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est le point de départ, du moins qui est visible quand on est extérieur, quand on rejoint XR. Et après la vision collective par rapport à ce problème. Donc après, on va décliner ça donc en but et en objectif. Et en fait, on va créer des campagnes, enfin, comme ce qui a déjà été fait auparavant, donc qui sont des outils en fait pour atteindre ces buts et ces objectifs. Et de ces campagnes-là, en fait, vont découler des tactiques. Donc, c'est-à-dire des modes d'organisation opérationnelle, des modes d'action qui vont faire partie de ces campagnes et qui vont avoir pour but de progresser vers la droite de cette flèche. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. C'est un peu, voilà, c'est un peu un cadre conceptuel euh, qui est utilisé à XR. Voilà. J'ai dit pour cette slide. Slove. Yes, en complément, ça, c'est pas évident parce que la slide a été amochée, mais ça met en valeur notre système de vision du changement et de rétro-planning, où on part de notre vision, là où on veut aller. On identifie les problèmes qui nous empêchent d'y arriver, les buts et les objectifs qui nous permettent d'arriver à cette vision, et on met en place du coup des campagnes qui vont dans ce sens-là et des tactiques orientées par rapport à ça. Voilà, j'ai dit. Ouais, merci, ça va. Alors, sur quoi on se base pour en fait cette théorie du changement? C'est aussi une histoire en fait. C'est aussi un corpus culturel, politique par rapport à ce qui existe déjà. Donc évidemment, tout ça évidemment relativisable, critiquable évidemment, mais n'empêche que ça existe, que ça existait, et ça a eu des effets concrets sur la réalité. Donc là, ce qu'on voit sur ces slides, en fait, c'est en gros tout l'héritage des mouvements de désobéissance civile non violents qui ont existé au cours de l'histoire passée. Donc on voit notamment la figure de Gandhi, hein, qui avait ses limites aussi et qui s'inscrivait dans une époque précise aussi,
donc qui est évidemment critiquable sur certains points, mais qui a quand même amené des changements importants dans l'histoire de l'Inde, de ce qu'on appelait à cette époque-là le tiers-monde, donc qui a été aussi un modèle d'action fructueux et qui a aussi inspiré d'autres mouvements, dont le mouvement des droits civiques, donc qui se situe aussi lui-même dans un autre écosystème de mouvement. Et en fait, on a tout cet héritage-là qu'on prend en compte et dont on se sert et qui nous inspire et qu'on utilise. Voilà, j'ai dit pour cette slide. Donc Gessler qui doit nous quitter. Donc merci à toi Gessler et à bientôt j'espère. Alors, l'exemple fondateur, enfin inspirant, qui a lancé Extinction Rebellion, c'est le 17 novembre 2018 à Londres, le blocage de 5 ponts par 6000 personnes. Donc ce mouvement qui est apparu en quelques mois, qui existait, qui venait de nulle part, il y a eu 80 arrestations, donc qui a lancé cette dynamique à laquelle on participe encore maintenant. Donc c'était il y a 3 ans. Et c'est pas fini, et ça continue. Et c'est une énorme source d'inspiration, et c'est un objectif qu'on aimerait déjà bien atteindre, ne serait-ce qu'en France, et évidemment dans d'autres pays, quoi. Voilà, pour cette slide. Alors, il y avait une petite vidéo, mais je sais pas. Voilà. Sam, une question. Bah oui, l'échec de la montée en puissance ne devrait pas remettre en question cette stratégie? Ou est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? Le fait que finalement, en 3 ans, on est plutôt presque diminué, alors il y a eu la pandémie, mais plutôt que de rester sur la même stratégie, est-ce que ce soit à UK ou ici, on a une manière de remettre en cause cette stratégie ou de changer? Merci. Alors, c'est une bonne question. Alors, je sais pas si on va la résoudre ou y répondre entièrement ce soir. Donc, c'est un point de réflexion dans le groupe de support thématique stratégie. En fait, ça nécessite des réflexions, des débats, etc. Et effectivement, la question, ce qui est important aussi à soulever, c'est la question de qu'est-ce qui a enrayé, enfin pas complètement empêché, parce il s'est quand même passé des choses depuis 3 ans. Il y a beaucoup de mouvements sociaux qui ont été impactés très fortement par la pandémie et tout ce qui s'en est suivi. Donc il y a aussi une analyse et une réflexion à avoir par rapport à ça. Donc je pense pas qu'on puisse avoir toutes les réponses ce soir, mais c'est une question qu'on se pose. Coup de charbon, oui. Enfin, il y a la question effectivement du recrutement, de la massification qui est un peu centrale, et la question des cibles aussi, qui est une question importante. Et après, et tout ça, de tout ça découle aussi les tactiques. Voilà. Et ouais, je plus sois ce que dit Sol, en fait, c'est une stratégie qu'on n'a pas vraiment réussi à appliquer, puisqu'en fait, le summum de tout ça, ça a été un peu la Rio 2019 avec l'occupation du Châtelet, qui a quand même été une réussite en soi, mais en fait, il n'y a pas pu y avoir de... Donc après, Poum, pandémie en 2020, donc on n'a pas pu embrayer, et on n'a pas pu aussi peut-être intégrer correctement à ce moment-là toute la masse de personnes qui arrivaient à XR, et en fait, dont on a perdu une partie en cours de route. Mais en fait, c'est pas que nous, en fait, c'est beaucoup de mouvements militants, quoi. Voilà. Désolé pour le développement, mais c'est effectivement une réflexion à avoir et à développer, et puis à trouver aussi des réponses, quoi. Voilà. Euh, alors, je suis pas spécialiste de la stratégie XRMK, mais ça aussi, c'est à discuter. Mais bon, ils ont aussi un contexte particulier, et on peut pas tout imputer à la pandémie, évidemment. On a aussi des faiblesses internes sur lesquelles on doit travailler et réfléchir. Mais voilà, c'est en cours d'analyse et il y a des groupes de support thématique que vous pouvez rejoindre pour le faire collectivement. De rien. Alors, je pense que j'ai fini sur cette slide. Et alors, je sais plus, j'ai un trou là, sauf si Ouais. tu veux me dire. Ah, Yes, ouais, je m'en occupe. ok, merci. Ah, ça marche. Alors ouais, donc on passe aux questions de la perception du pouvoir et qui détient le pouvoir. Je vais essayer d'accélérer un peu. Souvent, le pouvoir est perçu comme un bloc monolithique avec l'État ou les élites au-dessus et en dessous en gros le peuple. Voilà.
la perception qu'on a, nous, du pouvoir, c'est une perception inversée. C'est le peuple qui soutient cette caste d'élite, qui lui donne son pouvoir en collaborant, en se disant qu'on accepte finalement de se déposséder de certaines parties de nos prises de décision, de renoncer à certaines choses, en ayant peur du pouvoir, en ayant des appréhensions, en étant dans le déni, etc. Et donc, finalement, c'est là un peu la base de la stratégie des obéissances civiles non violentes. C'est que c'est au peuple enfin, le pouvoir appartient au peuple, enfin, appartient à tout le monde. Et c'est les personnes qui en font partie, qui donnent leur influence, leur pouvoir en acceptant de collaborer. Et l'idée derrière ce questionnement, enfin ce concept, c'est qu'en fait, si on arrive à inverser cette perception et cette vision, et qu'on arrive à se rendre compte collectivement de cet état de fait, on est capable de collectivement reprendre le pouvoir. Donc ici, une autre vision avec les piliers de pouvoir qu'on a évoqués plus tôt, en rappelant que chaque gouvernement, ou corporation ou système d'oppression dépend de la coopération de son peuple et de ses institutions. Donc c'est ce que je disais un peu plus tôt. Et encore une fois, dans une hiérarchie de pouvoir monolithique, ce sont les personnes qui ont des postes à haute responsabilité, qui font figure d'autorité, qui monopolisent le pouvoir afin de modeler la société. Sauf que dans un système social et citoyen, ce sont les gens qui détiennent le pouvoir et peuvent changer la société. Et donc, nos actions doivent s'adresser aux gens de façon à inciter à résister. Donc, c'est aussi de ça qu'on parle quand on dit que nos actions s'adressent aux gens. Et c'est aussi de ça qu'on parle quand on parle de mobilisation de masse. C'est on cherche à sensibiliser un maximum de personnes à ces enjeux qui sont cruciaux pour pouvoir exercer une forme de coercition sur le gouvernement en exerçant le pouvoir qu'on possède. J'ai dit, je passe la parole à Derzou. Merci Sob. Alors, c'est un concept qui commence à devenir familier maintenant. C'est celui de la fenêtre d'Overton. Donc en gros, quand on débarque dans l'espace public et que nos idées en fait ne sont pas encore acceptées ou sont nouvelles, euh, euh, c'est en fait de déplacer cette fenêtre, c'est-à-dire qu'en fait de la déplacer du côté d'abord du côté de l'impensable et de la déplacer vers quelque chose de souhaitable, de souhaité, et qui finalement va devenir peut-être plus tard une norme acceptable et acceptée. Donc en fait, l'idée, c'est de faire bouger le curseur de ce qui est normal, quoi, en fait. Donc on peut prendre l'exemple d'autres mouvements sociaux, comme les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, les mouvements LGBTQI+. En fait, on voit qu'il y a quand même, voilà, même si encore il y a encore beaucoup de rigidité, d'oppression dans la société, il y a quand même des curseurs qui bougent et qui continuent à bouger parce qu'il y a des militantes et des militants qui se mobilisent pour les faire bouger, quoi. Et donc nous, on est dans cette optique-là. Donc ça fait aussi référence pour moi à un autre concept un peu plus ancien, qui est celui d'hégémonie culturelle d'Antonio Gramsci. Alors attention, effectivement, ces questions-là, elles ont été aussi récupérées par l'autre côté politique, l'autre bord politique, et on voit qu'actuellement, il y a des discours réactionnaires qui sont très performatifs aussi par rapport à ça, quoi.
Voilà, par rapport à cette fenêtre d'Overton-là. Alors, là, le leitmotiv qui revient. Donc, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous faisons? Donc, nous sommes un mouvement de masse international. Donc, souvent, on l'oublie trop souvent en France, d'ailleurs, je trouve. Décentralisé, autonome, apartisan, ayant recours à l'action directe non violente pour faire pression sur les gouvernements afin qu'ils prennent enfin les mesures radicales nécessaires. Voilà. On passe à la suite. C'est le baromètre des alliés potentiels. Donc, toujours dans une optique de massification. Donc, ça a aussi un lien avec la fenêtre d'Overton qu'on a vu précédemment. C'est que nous, en fait, on construit un réseau, en fait, un réseau militant, une culture militante, avec des gens qui sont qui nous ont déjà rejoints. On va chercher à faire, à toucher d'autres personnes qui sont susceptibles de nous rejoindre, et en fait à faire grossir le mouvement. Même si tout à l'heure on a vu que par rapport à 2019, 2018-2019, en fait ça a été, il y a eu des difficultés passagères, mais on continue. Et bon bah moi je vais parler un peu de mon groupe local, ça a quand même tendance à enrayer quoi, à pas enrayer plutôt à je trouve embrayé, voilà c'était ça le mot, embrayé, et parce qu'il y a quand même toujours des gens qui nous rejoignent, qui nous supportent, et petit à petit ça s'élargit quand même. Donc on a cette partie qui est support actif, on a la partie support passif, c'est-à-dire que les gens qui nous suivent de loin, qui sont pas encore prêts à nous rejoindre forcément, mais qui sont pas loin, et vraiment on peut les aller encore les chercher. Et après les gens qui sont indécis, qui sont neutres, dans tous les cas, ils le resteront, mais en fait, en faisant peser le rapport de force, on peut aussi les faire peser dans la balance. Après, il y a l'autre partie qui est un peu nos opposants, nos adversaires. Donc en fait, il y a une partie irréductible qu'on n'arrivera pas évidemment forcément à convaincre, mais il y a aussi une partie qui est un peu passive et qui peut passer dans le camp des indécis. Et en fait, la question du rapport de force, elle se construit aussi par rapport à ça. Voilà. Donc, voilà, on voit toujours cette question de flèche. Et donc, un de nos objectifs, c'est effectivement de gagner des parts, on va dire un peu comme les capitalistes, un des parts de marché. C'est-à-dire, en fait, sur les gens qui sont neutres, de gagner des gens qui nous supportent passivement, et que ces gens qui nous supportent passivement, petit à petit, soient capables aussi de nous rejoindre activement, quoi. Voilà. Ouais, j'étais en mute. Yes, merci Derzou. Ouais, donc rapidement revenir sur les travaux et les recherches d'Erika chez NOS, qui sont à la base de notre stratégie, et notamment du principe 2, qui dans la version officielle dit toujours, parle toujours on veut atteindre les 3,5% de population mobilisée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça parle de utiliser la non-violence comme tactique de lutte, parce que elle a été analysée comme ayant plus de chances de succès. Les recherches portaient sur des moyens d'arriver à une réussite de campagne, et comparer notamment les tactiques employées, donc non violents versus violents. Et ce qui a été constaté, c'est que les campagnes non violentes aboutissaient plus souvent à un résultat, enfin au résultat escompté, et arrivaient à des changements plus durables. Ce qui fait sens, parce que le fait d'utiliser la non-violence, ça pousse à faire adhérer, faire comprendre ses idées à un système et pas l'imposer de force. Et une fois qu'on a fait aboutir ce changement de mentalité aux masses, on arrive à un système qui est beaucoup plus stable que si on l'impose temporairement, soit par la force, soit par des lois. Voilà, la question des 3,5%, en gros, ce chiffre dit que c'est statistiquement les mouvements qui ont réussi à atteindre la quantité de 3,5% de population mobilisée et active en vue de ce changement de système et conscientisée. Quasiment tous les mouvements qui va réussir à faire ça, vous voyez leur campagne aboutir.
Voilà. Ce chiffre, il est remis en question parce que c'était des problématiques liées à plutôt des pays du Sud, sur des questions qui n'étaient pas exactement les enjeux climat et qui n'étaient pas des changements de système aussi radicaux que nous, on revendique. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dessus. Mais en gros, c'est ça, j'ai dit, et j'enchaîne sur les moments de bascule qui sont donc liés à cette stratégie des 3,5%. Dans notre stratégie, fondamentalement, on a l'idée que on cherche à obtenir des moments de bascule, donc des moments de convergence organisés, où en gros toutes les personnes sensibilisées, conscientisées arrivent dans la rue et manifestent et font des actions en vue d'obtenir donc les revendications. Donc c'est pour ça qu'on fait enfin, ce qui a été estimé, c'était que c'était le moyen le plus efficace d'arriver à ce changement de système radical qui est revendiqué. C'est mieux illustré par ce schéma d'ailleurs, qui parle donc de point de bascule et aussi d'état du mouvement et de popularité du mouvement en fonction du temps. Donc on a un élément déclencheur, le moment de gloire, typiquement avec l'apogée. Donc nous, ça nous fait penser à Châtelet. Un moment de désillusion, de récession, de perte, pour arriver sur des phases d'évolution et retour au développement de la contestation. Ça, ce graphique, il est utilisé. Ok, Derzo, tu peux prendre la parole? Oui, alors, ouais, donc on parlait tout à l'heure de la théorie des 3,5% qui était remise en cause dans la vidéo du Monde, donc on va pas refaire le truc, il y a déjà eu un débat interne à XR. Voilà, donc en fait, je pense qu'il faut relativiser cet indicateur, mais en fait, il faut quand même le prendre un peu au sérieux en tant qu'indicateur. Et après, il y a une méthodologie qui est derrière, donc elle est critiquable, évidemment, comme toute méthodologie, mais après, faut être capable de faire une contre-étude avec une méthodologie adaptée, etc. Mais en fait, il faut quand même bien se mettre en tête que nous, ce qu'on vise, et la situation dans laquelle on est, elle est complètement inédite d'un point de vue historique. Donc en fait, on avance aussi un peu à l'aveugle aussi par rapport à ça. Donc, on prend ce qui existe déjà, mais en fait, on est obligé de construire quelque chose de nouveau aussi. Voilà, j'ai dit par rapport à ça. Et la question des points de bascule, donc en fait, c'est intéressant puisque effectivement, on a besoin de ces indicateurs pour créer un point de bascule. Et en fait, c'est ce qu'on cherche, quoi. Ça fait vraiment partie de notre stratégie, quoi. Et effectivement, alors on peut mettre en place tout un tas de tactiques, mais en fait, si on n'a pas à un moment donné ces points de bascule, en fait, on n'a pas de changement systémique. En fait, on n'est pas à l'échelle suffisante. Donc là, c'est vraiment une question cruciale et essentielle. Sinon, il n'y a pas de stratégie, en fait. Voilà. Donc, voilà. Ça pose beaucoup de questions, et ça demande beaucoup d'analyse et de réflexion, et on s'en approche, mais on n'en est pas encore tout à fait quitte, quoi. Voilà. Donc, je pense que sur cette slide-là, ben, je pense que tout le monde est OK, c'est la question des cycles. Donc, on voit, bah, tu peux enchaîner, ouais, ça. Donc, on voit par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, en 2019. Donc là c'est l'action du pont de Sully. Donc, on voit que la tactique utilisée, la désobéissance civile non violente, elle a fonctionné dans le sens où on voit bien il y a un usage disproportionné de la force. Donc en fait, et à travers la communication de ça, en fait, ça a amené tout un tas de gens à nous rejoindre aussi, puisqu'en fait, à partir d'une action de 400 personnes, de plusieurs centaines de personnes, avec des images de répression qu'on fait le tour du monde, hein, en 24 heures, c'était hyper vite. En fait, il y a plein de gens qui ont appris les distances d'XR, qui ont eu envie de rejoindre XR. Et c'est cette question de ce qu'on appelle un peu le triangle infernal, je sais pas si vous connaissez, avec sur chaque angle du triangle, le bourreau, la victime, le témoin. Donc en fait, là, la question de l'usage disproportionné de la force a fait que on a entraîné un mouvement d'identification et de sympathie. Voilà. Et après, ils s'en sont un peu mordus les doigts, ce qui a aussi entraîné
la non-réaction, on va dire, par rapport à ce qui s'est passé au Châtelet, quoi. Ça va. Vas-y. Yes, effectivement, c'est intéressant parce que ça fait, c'est aussi dans l'essence même de la lutte, c'est finalement de retourner l'oppression. Là, on peut voir des unités des forces de l'ordre qui font preuve d'une grande violence envers des militants non violents. De premier abord, une personne pas particulièrement conscientisée peut se dire, bah, en fait, c'est notre défaite, on peut rien faire face à ça, enfin voilà, ils sont beaucoup plus armés et nous, on est non violents. Sauf que c'est justement ça la force de la non-violence et qui fait qu'elle marche, c'est donc retourner l'oppression contre l'oppresseur. Derrière ces images, elles ont fait un peu le tour du monde et elles ont popularisé énormément XR et elles nous ont permis d'avoir justement un élan, à la fois un élan de sympathie, mais aussi d'avoir beaucoup de monde qui nous voit et qui nous rejoignent. Euh, et, euh, et en fait, c'est ça. Ça permet de mettre en scène la violence illégitime de l'État et de légitimiser du coup d'autant plus la réaction qu'on lui oppose. Et je repasse la parole à Derzo. Oui, alors, on est vraiment très proche de la fin, donc il va falloir vraiment accélérer. Donc, on a ainsi une slide qui est un peu enfin, graphiquement un peu désorganisée, en fait, qui présente un peu nos différents modes d'action. Et on va vous exposer dans les slides suivantes, en gros, les ingrédients essentiels d'une action de désobéissance civile non violente, dont certains peuvent poser question, même parfois porter à polémique. Mais je crois qu'il faut quand même aussi, quelque part, les assumer. Voilà, j'ai dit. Donc, pour la suite. Donc la première composante essentielle, c'est la perturbation. Alors pourquoi la perturbation? C'est parce qu'en fait, on a voilà, un fonctionnement habituel de notre société, notamment un fonctionnement économique. On appelle ça souvent le business as usual. En fait, qui entretient le déni de la situation dans laquelle on est. Et donc en fait, si on ne crée pas de perturbation, de disruption, en fait, on ne franchira pas cette bulle de déni. Et donc en fait, la perturbation, la disruption, c'est un moyen d'interpeller la population, les médias aussi, euh, et donc en perturbant ce fonctionnement et en créant des réactions qui à la fois vont être affectives, émotionnelles, mais aussi dans le but de susciter une réflexion. Voilà. Donc j'ai dit par rapport à cette slide. Donc la question du sacrifice. Donc en fait c'est un ingrédient aussi essentiel de la désobéissance civile. Ouais, donc ça qui nous dit qu'on a le salon jusqu'à 18h. Donc si vous pouvez continuer jusqu'à 18h, vous mettez un plus, et sinon si c'est pas possible, vous mettez un moins. On va quand même essayer d'aller vers la fin le plus rapidement possible. Donc la question du sacrifice. Donc voilà, en fait, ça demande un certain niveau d'engagement de pratiquer la désobéissance civile non violente, même si on est bien d'accord que tous les rôles nécessaires à une action, en fait, ne nécessitent pas le même niveau d'engagement et ils sont tout aussi valorisants et valorisables et qu'il faut le faire, ne serait-ce qu'en interne entre nous déjà, de se dire que bah, c'est pas forcément parce qu'on est bloqueuse qu'on a tous les mérites et que parce qu'on va finir en gave ou qu'on va se faire maltraiter par les forces de l'ordre. C'est pas ça, mais en fait c'est quand même nécessaire puisqu'en fait c'est l'image aussi de l'action qui va rester publiquement. Et en fait ça crée une réflexion par rapport à ce niveau d'engagement et aussi une sympathie par rapport à la capacité d'engagement qu'on peut avoir, et aussi un respect, même paradoxalement peut-être un respect de nos adversaires, puisqu'en fait on reconnaît que voilà, on est quand même capable de mettre des choses en jeu, quoi, des choses qui seraient pas évidentes, en tout cas dans les modes d'action traditionnels qu'on ne remet pas en jeu, par rapport à notre sécurité, notre liberté. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans la désobéissance civile et qui interpelle, en tout cas vu de l'extérieur. Et donc c'est un ingrédient important. Donc la dernière slide par rapport à ces trois ingrédients, c'est la question du respect dans l'action non violente. C'est-à-dire qu'en fait, on va être cohérent
jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment on va s'autoriser à transgresser cette discipline non violente, et on va le faire même vis-à-vis à la limite de nos adversaires. Et en, en l'occurrence, des fois même les forces de l'ordre. Ce qui peut avoir déjà un effet au niveau de la violence de la répression. Et on voit qu'effectivement, ben, on a moins quand même cette escalade de la violence dans des actions de désobéissance civile non violente, même si la violence policière existe toujours. Même si on peut aussi admettre que parfois c'est aussi un privilège lié à des positions de classe, de race, de pouvoir utiliser cette désobéissance civile non violente, mais si on a ce privilège, bah, autant l'utiliser pour des causes qui sont justes et qui sont profitables aussi à d'autres catégories de la population. Euh, donc on va utiliser ce privilège pour donc aussi acquérir la sympathie et créer l'empathie et susciter l'identification. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi voilà, des gens ordinaires qui se placent en position de faiblesse, de vulnérabilité, et qui le reconnaissent et qui l'assument. Et généralement, ça parle quand même. Enfin, ça parle en tout cas à certaines personnes. Et c'est ça qu'il faut viser, quoi. Donc effectivement, en faisant ça, en fait, on assume, on est cohérent avec ce qu'on fait et on ne critique pas forcément d'autres modes d'action qui existent aussi déjà par ailleurs, mais qui sont dans un autre registre et qui font appel à différentes choses et qui ont peut-être pas toujours les mêmes objectifs. Voilà. Merci Annie. Voilà, j'ai dit pour cette slide. Et je pense que voilà. Donc là, on se dirige tout doucement vers la fin. Euh, donc là, je pense que c'est plutôt à ça, non? Ouais. Ouais. Alors, merci, merci Derzou. Donc effectivement, on est sur la fin. Là, on enchaîne sur les différentes étapes qui sont importantes dans la mission qu'on s'est attribuée en tant que mouvement de désobéissance civile non violent Extinction Rébellion. Donc, la première qui fait très écho à la première revendication, c'est donc de relayer la vérité quant à l'urgence écologique et climatique et à ses causes d'une façon qui implique et concerne tout le monde. Donc qui est préalable au fait de, de se constituer en masse et d'être une force de coercition. Il faut d'abord avoir la vérité sur les enjeux avant de pouvoir s'engager. Ensuite, on est un mouvement de désobéissance civile et d'action directe non violente. On a vocation à rayonner dans le monde entier parce que c'est un enjeu qui est global, planétaire, pour déclencher un mouvement de rébellion internationale. En tant que mouvement de désobéissance civile, on provoque des perturbations en mettant la pression sur les instances extractivistes et écocidaires afin d'enrayer les ravages subis par l'environnement, la planète et par toute l'humanité. Donc ça fait très écho à nos revendications 2 et 3. En effet, il faut qu'il y ait des choses à sauver pour garantir la vision qu'on veut voir venir pour demain. Nous visons à la transformation des institutions politiques au sein de nos gouvernements, les exhortons à agir et à servir les intérêts de la population et à repenser radicalement le système économique mondial. Ce qui fait complètement écho à la quatrième revendication. Et enfin, nous nous engageons sans réserve dans une orientation de service et de justice sociale et reconnaissons qu'un travail intérieur et extérieur est nécessaire pour initier un avenir régénérateur et durable. Donc là, ça fait écho à beaucoup de remarques que vous avez faites sur les débats mouvants, notamment où c'était parfois peut-être un peu compliqué de dire est-ce qu'on est un mouvement de transformation intérieure ou pas. Et là, je trouve que ça l'explicite plutôt bien. Donc, c'est pas notre mission de transformer les gens. Enfin, on n'est pas un mouvement qui donne les bonnes habitudes aux gens. Notre but, c'est plutôt de changer les consciences pour sensibiliser et être une force de coercition. Et ça paraît nécessaire en tant que tel principe 4, que chacun se remette en question pour
pouvoir être à l'image finalement du monde qu'on veut voir advenir. Enfin, nous manifestons et exprimons notre solidarité à toutes les personnes les plus démunies et les plus marginalisées, revendication de notre soutien aux communautés en résistance dans l'objectif de transformer toute la société.